Monsieur Adardour pour cette excellente communication. Sans tarder, donc je passe la parole à professeur Ben Houmed pour nous parler sur la prise en charge de l'enfant dépisté, donc un point sur les actualités. À vous la parole, professeur. Merci, cher professeur. Donc, je remercie la présence et je tiens l'occasion pour remercier mon ami professeur Daoudi pour l'invitation au deuxième congrès de pédiatrie de Tom d'Agadir. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de communiquer devant les pédiatres de la région de Souss-Massa en présence de mes maîtres ici présents de la faculté de médecine de Marrakech, surtout professeur Adardour et professeur Bouzkraoui, professeur Malaïnen également. Donc, elles m'ont demandé de vous traiter la prise en charge de l'enfant dépisté et du coup, donc je vais répéter quelques notions. Donc, la surdité de l'enfant, c'est un problème très très fréquent dans notre société. Donc, on va voir par la suite quelques chiffres. Donc, la surdité, c'est un problème qui a des conséquences parfois dramatique sur la vie d'un enfant. Ça constitue un véritable problème de santé publique au Maroc, comme tous les pays d'ailleurs. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, donc, il y a une multitude d'étiologies de la surdité. Donc, la surdité de l'enfant a un impact majeur sur la scolarité d'un enfant et la prise en charge, elle est toujours possible et on a les moyens pour traiter la surdité de l'enfant. Les moyens ils sont divers et ça nécessite une approche diagnostique et une prise en charge adaptée et surtout précoce. Donc la prise en charge doit être le plus précoce possible parce que c'est le garant d'une bonne évolution de l'enfant. Donc on va voir que la place de la prothèse elle est capitale et parfois c'est la seule solution. Donc quelques chiffres donc, dans la littérature mondiale, donc la fréquence de la surdité néonatale est aux alentours de 1 pour 1000 à la naissance. Ce chiffre augmente aux alentours de 3 pour 1000 par des surdités acquises par la suite. Donc on va voir quelques chiffres concernant surtout les conséquences. Pourquoi on s'intéresse à la surdité pour la traiter. Donc il faut savoir que 42% des enfants malentendants n'obtiennent pas leur diplôme d'études secondaires. Et par exemple en France, on a à peu près 30 000 malentendants d'âge scolaire et à peu près 10 000 en âge préscolaire. Il faut savoir aussi que le taux de redoublement des enfants sourds est très important par rapport aux enfants bon entendants. Donc l'échec scolaire et la surdité, c'est un problème sérieux de santé publique et du ministère de l'Éducation. Donc je vais parler, avant de parler du traitement, des conséquences de la surdité, pourquoi on s'intéresse à la surdité de l'enfant. Donc les répercussions de la surdité sont très importantes et ça varie en fonction de plusieurs paramètres, essentiellement l'âge d'apparition. On a la surdité néonatale, mais on a aussi les surdités qui viennent par la suite. On va les voir dans les prochaines diapositives. Donc ça varie aussi en fonction de l'importance des déficits. On a des surdités légères, moyennes, profondes, sévères, et aussi en fonction de l'association à d'autres pathologies. Donc on a certains syndromes qui associent la surdité, mais aussi d'autres pathologies qui peuvent être
assez graves, par exemple le syndrome du Cher qui associe une atteinte oculaire qui peut emmener l'enfant, qui peut donner une cécité définitive associée à une surdité. Et imaginez un enfant sourd et aveugle. Donc aussi la précocité du diagnostic et de la prise en charge. Il faut savoir qu'un diagnostic tardif va rendre un handicap qui est curable, une affection curable à un handicap définitif. D'où l'intérêt de cette thématique et de cette table ronde sur le diagnostic et le dépistage néonatal de la surdité. Donc aussi les retombées de la surdité, il faut savoir que la surdité est un facteur principal d'échec scolaire, même pour les surdités unilatérales, donc avec des taux de redoublement chez les enfants ayant une surdité moyenne unilatérale qui avoisine les 41%, contre 15% dans la population de référence. Donc l'enfant hypoacousique souffre au sein de la classe à cause d'une détérioration de la relation entre l'enfant et son enseignant, aussi l'isolement et le refoulement au sein de la classe, la démotivation, la dépression. Donc il faut souligner la composante psychologique d'un enfant sourd. Donc il faut dire que le diagnostic et la prise en charge précoce sont la clé d'une meilleure prise en charge et d'un meilleur avenir pour ces enfants sourds. Donc, je souligne aussi avant de commencer la prise en charge, parce que tout à l'heure, tous les orateurs précédents ont insisté sur la pluridisciplinarité de la prise en charge. Et il faut insister aussi sur le rôle des parents. Donc les parents, c'est la pierre angulaire permettant d'éviter une mauvaise prise en charge. Donc le retentissement psychologique est aussi important. Ceci nécessite un soutien pédopsychiatrique de ces enfants. Donc la charge économique, il n'y a pas que la charge médicale de la surdité chez l'enfant. Donc dans les pays en développement, donc le rapport de l'OMS de 2015 a montré que les enfants atteints d'une déficience auditive et de surdité sont rarement scolarisés, avec un avenir de ces enfants qui vont donner des adultes malentendants qui ne vont pas avoir un travail, ou bien s'ils ont un travail, il est beaucoup inférieur par comparaison au reste de la population active. Donc au total, l'impact de la surdité est très très important. On a un retard et un échec scolaire, on a un isolement social, du chômage et l'absence de l'autonomie, mais aussi l'altération de la communication et le retentissement psychologique, et ceci a un impact économique et social très très lourd. Donc c'est un véritable problème de santé publique au Maroc, et du coup le Maroc a commencé le programme national de dépistage systématique de la surdité. Donc ça a commencé en 2022, le circulaire du ministère de la Santé, mais ça commence très très lentement, donc il y a encore des difficultés. Donc avant de commencer la prise en charge, d'entamer la prise en charge de la surdité, donc il faut obligatoirement, au terme du bilan d'une surdité, donc répondre à certaines questions et constituer le cœur de ce puzzle. Donc il faut au début typer la surdité. Quel est le type de la surdité? La deuxième question, quel est le niveau de la surdité? Le troisième élément à préciser, c'est la durée de privation. Et en dernier, est-ce que cette surdité est isolée ou bien est-ce qu'il est associé à d'autres troubles? Donc la classification de la surdité, on a plusieurs classifications. Donc ça varie en fonction du niveau de l'atteinte. Donc si on a une atteinte de l'oreille interne, c'est une surdité de perception. On a une atteinte des structures non sensorielles, ça peut être une atteinte endocochléaire ou rétrocochléaire. Donc ça donne un déficit qui peut aller d'un déficit léger à un déficit total. Et l'altération auditive pour cette entité est quantitative mais aussi qualitative, c'est le phénomène de distorsion. Donc le traitement des surdités de perception passe obligatoirement par les aides auditives. Donc, contrairement aux surdités de transmission qui concernent les atteintes de l'oreille moyenne et externe, donc ici le déficit est en général léger à moyen, ça ne donne pas une absence de langage, mais donne un retard de langage
Et ici, le traitement peut être un traitement médical dans certaines infections, dans les surdités d'origine infectieuse, ou bien un traitement chirurgical qui est curatif dans la majorité des cas. Donc, la deuxième classification de la surdité, c'est la classification en fonction de l'âge de survenue. Donc, à la naissance, on parle de la surdité congénitale. Donc, avant 2 ans, c'est les surdités prélinguales, et avant 5 ans, c'est les surdités périlinguales. Donc, dans ces deux entités, la réhabilitation pose le problème de la restauration du langage. Et ici, le rôle des orthophonistes est capital. Donc, c'est cette catégorie d'âge qui pose beaucoup de problèmes. Donc, il faut faire le maximum pour dépister les enfants avant 5 ans, bien sûr, mais idéalement, c'est un diagnostic qui doit se faire bien avant, donc avant 1 année de vie. Donc, les surdités postlinguales, qui surviennent après 5 ans, la réhabilitation est nettement plus aisée puisqu'il peut s'appuyer sur un langage qui est déjà acquis. Et du coup, ce graphique montre que avant 3 ans, surtout avant 1 année, donc les chances sont maximales pour le développement du langage si on commence une réhabilitation auditive, quel que soit le type de la réhabilitation auditive, que ce soit une prothèse auditive, une implantation cochléaire ou autre moyen. Et entre 3 et 7 ans, la réhabilitation de la surdité est un peu tardive. Ici, le développement du langage sera difficile et incomplet. Et au-delà de 7 ans, donc une réhabilitation auditive débute à cet âge aura des effets limités sur l'acquisition du langage oral, aussi bien pour la compréhension que pour l'expression. Donc, la troisième question, c'est la classification des surdités en fonction du degré de l'atteinte. Donc, on a des surdités légères qui varient entre 20 et 40 décibels. Ici, on a des difficultés importantes de l'apprentissage précis des phonèmes. Donc, on a des erreurs articulatoires qui sont assez nombreuses. Le diagnostic se fait en général tardivement, donc à l'âge de la scolarité, donc vers 6 ans. Donc, ici, l'appareillage est obligatoire car de nombreuses informations captées de façon naturelle ne sont pas bien intégrées. Donc, pour les surdités moyennes entre 40 et 60 décibels, donc ça ne donne pas l'absence du langage, mais le retard du langage et de la parole qui est vraiment manifeste. Et ici, il n'y a pas de constitution d'un langage oral sans appareillage et sans rééducation orthophonique. L'appareillage tout seul, ce n'est pas suffisant, donc c'est l'appareillage, bien sûr, associé à une rééducation orthophonique bien menée. Donc le dépistage chez ces enfants se fait en général vers l'âge de 2 à 3 ans, du fait de l'importance de l'handicap qui ne peut passer inaperçu. Donc ici, la précocité de l'appareillage est l'élément clé pour une intégration scolaire et sociale correcte. Pour les surdités sévères qui va de 70 à 90 décibels, il n'y a aucune connaissance de l'existence d'une forme auditive du langage avant, bien sûr, l'appareillage. Il n'y a pas d'acquisition de langage oral. Ici, l'appareillage et la rééducation orthophonique est obligatoire et le dépistage doit se faire en général avant 2 ans de vie. Donc, pour les surdités profondes qui sont supérieures à 90 décibels, donc ici, il n'y a aucune perception du bruit ni de la voix sans appareillage. Ce sont les enfants où on indique au début, bien sûr, l'implantation cochléaire. Donc, il y a un élargissement des indications de l'implantation cochléaire, même chez l'enfant. Donc, on va voir par la suite les indications de cette technique. Donc, la prise en charge de l'enfant sourd, il est axé sur 3 éléments. Donc, proposer un traitement, promouvoir une prise en charge adaptée à l'enfant et, bien sûr, assurer le suivi. Ce n'est pas un traitement, c'est un projet thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc, comme a dit tout à l'heure professeur Adordour, professeur Malaïnen, donc la prise en charge de l'enfant sourd, ce n'est pas l'ORL, c'est surtout le pédiatre, l'ORL, le médecin généraliste, les orthophonistes, le pédopsychiatre. Donc, il y a toute une équipe qui va assurer et le dépistage, le diagnostic et la prise en charge par la suite. Donc, j'insiste aussi sur la prise en charge multidisciplinaire de cette entité. Donc, la prise en charge de l'enfant a des objectifs, c'est surtout inscrire l'enfant dans la communication et favoriser le développement du langage. Donc, je ne vais pas traiter les causes de la surdité, ça a été traité tout à l'heure par professeur Adordour. Donc, la prise en charge de la surdité, donc, on va voir quelques causes, par exemple les surdités
les surdités de transmission par une atteinte au niveau de l'oreille externe ou moyenne. Donc ça peut passer par la plus basique du traitement, qui est les aspirations sous microscope d'un bouchon de sueur humaine. Donc on a les otites moyennes aiguës, les otites séromuqueuses, les otites perforées, donc qui nécessitent un traitement médical, parfois la mise en place d'aérateurs transtympaniques ou bien du cure de végétation adénoïde. Et dans certaines situations, la réalisation d'une myringoplastie avec au sang ossiculoplastie. Donc le cholestéatome, on a aussi le cholestéatome qui peut être pourvoyeur de surdité chez l'enfant. Donc on a les cholestéatomes congénitaux. Les cholestéatomes de l'enfant, c'est agressif. Donc le traitement est obligatoirement chirurgical. Donc il ne faut pas oublier les surdités d'origine infectieuse. Donc voilà, ça c'est juste quelques images. On a aussi l'autospongiose juvénile, qui est une osteodystrophie primitive de la capsule otique. C'est une forme rare de l'autospongiose, mais son traitement peut être chirurgical, mais dans certaines situations, on peut appareiller. Donc, concernant la réhabilitation prothétique, je n'ai pas trop détaillé la réhabilitation prothétique conventionnelle. On a en général deux types. On a les contours d'oreilles qui se portent derrière le pavillon et on a les intra-auriculaires. Les intra-auriculaires qui sont indiqués essentiellement pour les surdités légères et moyennes. Concernant les prothèses à ancrage osseux, donc ce sont des prothèses implantées dans l'os pour les enfants d'un certain âge avec une épaisseur de la corticale temporale assez développée. Ce sont des prothèses indiquées lorsqu'on ne peut pas mettre des prothèses conventionnelles ou si on a une contre-indication à la mise en place de prothèses conventionnelles. Il est indiqué surtout dans les surdités de transmission ou les surdités mixtes qu'on ne peut pas appareiller en conduction aérienne. Pour les surdités de perception, donc on peut commencer par les prothèses auditives acoustiques externes. Aussi, on peut mettre des implants cochléaires. Donc, le principe de l'appareillage des surdités profondes étant d'apporter le maximum d'amplification sur l'ensemble des restes auditifs en veillant à ne pas provoquer l'intolérance au son sourd. Et il faut un suivi, il faut surveiller cet enfant. Donc, si on a une évolution qui est non satisfaisante, il faut savoir proposer l'implantation cochléaire aux enfants. Donc, concernant l'implantation cochléaire, c'est une révolution dans la prise en charge des surdités de perception bilatérale profonde. Donc, voilà le mécanisme, comment ça fonctionne. Donc, le son est capté par un microphone. Par la suite, le son est traité et codé par le processeur. Il est dirigé vers le microphone antenne. Par la suite, il est transmis vers la partie interne par la peau. Et le signal électrique est transmis à la cochlée par les électrodes. Et ce dernier message il sera transmis vers le nerf auditif, puis vers le cortex cérébral. Donc les indications de l'implantation cochléaire, c'est en général lorsqu'on a une surdité profonde bilatérale, c'est une urgence sensorielle, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc la surdité c'est le premier déficit neurosensoriel chez l'enfant et ça constitue une urgence fonctionnelle, c'est un handicap invisible. Donc il faut le traiter, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une urgence. Hein. Donc aussi les surdités sévères bilatérales avec une discrimination donc inférieure à 50%, à 70 décibels, ou un retentissement sur le langage de l'enfant. Donc même si on met une prothèse auditive, donc il faut surveiller. Si le résultat est non satisfaisant, il faut savoir passer à l'implantation cochléaire. Donc concernant l'âge de l'implantation, donc ça doit être fait le plus précocement possible, surtout pour les surdités prélinguales. Pour les surdités postlinguales, donc on peut le faire au moment du diagnostic. Et bien sûr, on passe par une période d'essai prothétique de 6 mois. Donc voilà un calendrier, une art décisionnelle qui permet de définir les étapes à respecter avant d'indiquer une implantation cochléaire. Vous voyez que devant une surdité sévère ou profonde bilatérale, on commence par un appareillage auditif pendant 3 à 6 mois et on évalue par la suite les seuils en audiométrie avec
deux appareils. Si les seuils sont supérieurs à 40 décibels, il faut proposer une implantation cochléaire directement. Si les seuils sont inférieurs à 40 décibels, même à 4000 Hz, donc on continue le suivi en espérant l'émergence d'un langage. Donc si le langage développé est limité ou absent, donc il faut passer vers l'implantation cochléaire. Si on a une émergence de langue qui est correcte, on peut continuer le suivi. Si la discrimination vocale à l'audiométrie vocale est inférieure à 50%, il faut passer à l'implantation cochléaire. Si elle est supérieure à 50%, donc on continue la poursuite du traitement par prothèse auditive. Donc l'engagement parental, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un élément déterminant dans la prise en charge de l'enfant sourd. Donc le bilan préimplantation, donc c'est un bilan qui implique tous les praticiens qui participent à la prise en charge de ces enfants. Donc un examen ORL, pédiatrique, génétique, neurologique. Il faut faire une audiométrie tonale et vocale, un bilan orthophonique, une évaluation psychologique, un examen vestibulaire pour ne pas implanter un côté où on a un déficit vestibulaire. Donc le CG à la recherche de certains syndromes. Donc le scanner et l'IRM de l'oreille interne et du cerveau. Donc voilà le chemin parcouru par un enfant qui va bénéficier d'une implantation cochléaire. Donc après le diagnostic, donc on fait un bilan audiométrique. Donc il faut prendre un rendez-vous au centre d'implantation le plus proche de l'enfant. Donc on fait le bilan préimplantation parce qu'on a des contre-indications à l'implantation, même si l'enfant est sourd. Donc le traitement, par la suite, le traitement et la chirurgie, ce n'est qu'une partie de ce long process. Donc par la suite, c'est l'activation, le réglage et la rééducation orthophonique. Donc dans certaines situations, on ne peut pas mettre un implant cochléaire. Malheureusement au Maroc, ce n'est pas encore développé, mais on peut mettre des implants du tronc cérébral dans certaines situations, essentiellement lorsqu'on a une aplasie de Michel, une aplasie cochléaire ou bien une aplasie du nerf cochléaire. Donc, j'insiste sur la prise en charge orthophonique. Donc, il a un rôle majeur dans la prise en charge d'un enfant sourd. Cette rééducation doit être systématiquement proposée à tout enfant présentant une surdité. Donc aussi, on oublie souvent le soutien psychologique des enfants et de leurs parents, donc lors de l'annonce de la surdité. Donc, on ne peut pas annoncer une surdité à un seul examen, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, il faut toujours associer les examens objectifs et subjectifs avant d'annoncer la surdité aux parents. Donc on ne peut pas annoncer uniquement au résultat d'une PEA. Donc les modalités de suivi, donc lorsqu'on traite une surdité, ce n'est pas une maladie où on traite puis bye bye. Donc c'est un long chemin donc, où les enfants doivent être accompagnés. Que ce soit par l'ORL ou bien par le pédiatre, et parfois s'il est nécessaire même un psychiatre. Donc la thérapie génique, le développement de la génétique de la surdité et la meilleure connaissance des gènes impliqués dans les différentes formes permettent à terme de comprendre quelle fonction est déficiente pour chaque étiologie, mais il y a encore du chemin à parcourir avant de voir apparaître un traitement curatif des surdités. Donc ça commence à gagner du terrain, donc, mais ça reste toujours dans le cadre des essais. Donc en résumé, concernant le traitement de la surdité, pour les surdités congénitales sévères à profondes, donc c'est en général les implantations cochléaires bilatérales. Pour les surdités congénitales sévères à profondes unilatérales, on peut faire un appareillage en conduction aérienne, parfois même une implantation cochléaire. Pour les surdités congénitales légères à moyennes, c'est l'appareillage en conduction aérienne. Pour les aplasies majeures bilatérales, c'est un appareillage en conduction osseuse bilatérale. Donc, si l'aplasie est bilatérale, s'il est unilatéral, on met la prothèse à ancrage osseux uniquement si on a une oreille contralatérale qui est malade. Pour les aplasies majeures unilatérales, donc, on peut proposer un appareillage en conduction aérienne. Et pour les surdités sur anomalie ossiculaire, ça peut être juste un appareillage en conduction aérienne ou bien une chirurgie. Pour les otites séromuqueuses résistantes au traitement médical, donc on peut essayer un traitement médical, mais aussi il faut savoir que l'aérateur transtympanique a une grande place dans la prise en charge des otites séromuqueuses. Donc les implants cochléaires bilatérales en urgence pour les cophoses bilatérales sur fracture du rocher et sur méningite. Donc il y a certaines urgences où on est dans l'obligation de mettre un implant cochléaire en urgence, essentiellement dans les surdités post-méningitiques et aussi les traumatismes du rocher, par exemple, c'est bilatéral parce qu'on
on a un grand risque d'ossification de la cochlée. Donc pour les surdité de perception acquise progressive, donc on peut mettre une prothèse à ancrage, une prothèse en conduction aérienne, voire une implantation cochléaire. Donc, et en conclusion, donc, la surdité de l'enfant, c'est un problème de santé publique, donc, avec des retombées majeures, essentiellement sur la scolarité et l'apprentissage d'un enfant. Le diagnostic et la prise en charge doit être précoce et la surdité de l'enfant n'est pas une fatalité. Prise en charge adéquate donne des très bons résultats. Et je termine avec cette petite vidéo, une petite implantée à Marrakech qui a développé un langage, mais actuellement elle parle l'arabe et le français. Donc, ذكرى كل شامل كل جنان بروح بالشتات هتتجعل البيضة في فمي وفي دمي وتوضع إخوتي هائلة لرسائل لشد الدنيا أنه يحيى مشيا الله المطاع الملك. Bravo. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Ben Houmed, pour cette excellente présentation. Donc, après ces brillantes communications concernant le dépistage néonatal et concernant le dépistage de la surdité, donc la parole est à la salle pour des questions. Merci pour la qualité de la présentation. Moi, j'aimerais juste ajouter deux petites recommandations. La première, c'est la recommandation des sociétés américaines et la deuxième, c'est la recommandation du Congrès mondial d'audiologie. La première, c'est la recommandation mondiale américaine. Les Américains recommandent actuellement, en plus du dépistage de surdité, de dépister avec lui la CMV. Pourquoi ? Parce que la CMV joue des mauvais tours. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de mes amis ORL, que la surdité de la CMV peut apparaître jusqu'à l'âge de 5 ans. Si on ne la dépiste pas, elle peut jouer de mauvais tours et des surdités sévères profondes. Première chose. Au Congrès mondial d'audiologie, le dernier protocole de dépistage des surdités, il a un petit peu été modifié. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le dernier ski, mais il n'est pas encore appliqué. Il a juste été appliqué en Alaska, en zone rurale. Il va être bientôt généralisé. C'est remplacer l'auto-émission acoustique par un DPEA. Le DPEA est plus en 4 fréquences, en 2000, en 3000, en 4000 et en 5000 Hz. Ça, c'est un peu la dernière recommandation. Ça a été pour le moment l'article qui a été présenté juste l'Alaska, mais ça va être généralisé dans le reste du monde. Merci beaucoup. Je remercie l'ensemble des orateurs et je voudrais réagir sur un certain point. Donc, juste rappeler que le dépistage de la surdité congénitale au Maroc aujourd'hui est régi par une recommandation nationale de bonne pratique qui est validée par l'ANAM. Et ça a été une des grandes avancées de 2023 concernant la question. Et justement, ça a permis aux implants d'être remboursés. Et c'est une recommandation qui a été rédigée par le collège des collègues ORL et qui a été validée avec Monsieur le ministre de la Santé. Et donc aujourd'hui, pour le dépistage de la surdité congénitale, il faut qu'on s'y mette tous. Le deuxième point, je remercie le professeur Mal'Aïnain. À Rabat aussi, on a initié le dépistage depuis 2021. Et l'un des éléments essentiels, je pense, sur lequel on doit tous partager, c'est ce que tous les collègues ont dit, l'importance de la multidisciplinarité. Nous, à Rabat, on a créé le CAMPS. Et au sein du CAMPS, il y a une équipe constituée de pédiatres, d'orthophonistes, de psychologues, de psychomotriciens, d'ORL qui viennent faire des vacations chez nous. Professeur Skalli, on l'a remercié énormément avec ses équipes, une fois par semaine. Et c'est ensemble que nous gérons ces malades. Et on a mis une PhD dessus. Très bientôt, on aura des publications de l'expérience. Une PhD est en train de travailler sur les datas. Le troisième point,
concerne le dépistage de l'hypothyroïdie congénitale, professeur Mortari. Après l'Assemblée internationale de 2006, le Maroc était engagé. Il a fallu 6 ans pour initier le dépistage, c'était en 2012. Et vous l'avez très bien dit, ce n'est pas une priorité. C'est ça le problème. Parce qu'il a fallu que la JICA et l'UNICEF aident pour initier. Et donc, je pense que nous, toutes sociétés savantes de pédiatrie, nous devons absolument nous mobiliser pour faire de sorte que le dépistage néonatal, biologique et de la surdité congénitale soit une priorité. Surtout aujourd'hui avec la couverture universelle. Vous savez bien qu'un dollar injecté dans la prévention, c'est plus de 18 dollars récupérés dans la prise en charge. Et je pense que c'est un argument de taille si on veut absolument faire le plaidoyer. Maintenant, vous avez soulevé un point très important, c'est où et qui fait le dépistage. Et à mon sens, c'est là où on a un énorme problème au Maroc. On a débattu pendant 2 années qui fait, je parle du biologique, qui fait et où. Il a été impossible d'accepter à ce que ça soit fait dans les centres de santé, parce que ça revient à avoir des hypothyroïdies traitées à 2 mois. Et il a été donc décidé de le faire à la maternité. Le deuxième problème qui a été soulevé, c'est les sorties précoces de maternité. Et donc du coup, exactement, ce que nous avions fait en 2012, lorsqu'on a démarré en pilote dans la région de Rabat, c'est qu'on a fait des cut-offs. Si le prélèvement est fait à 12 heures de vie, quel est le seuil? À 24 heures, quel est le seuil? 36 heures. Et c'était l'expert international japonais, M. Fukushi, qui nous a aidés à faire ça, puisque c'est la JICA qui était derrière. Donc aujourd'hui au Maroc, il y a aussi des guidelines. Ce ne sont pas des guidelines aujourd'hui validées par l'ANA, mais qui sont nationales. C'est de cut-off à 12 heures, à 24 heures, à 36 heures. Mais notre problème, ce n'est pas ça, parce que le biologique a été résolu. Le problème, c'est l'engagement des soignants, qui pensent que le dépistage, c'est quelque chose de facultatif. Ils le font ou ils ne le font pas. Même la région de Rabat, on a commencé en 2012, il y a moins de 70% d'enfants qui sont malheureusement dépistés. Et voilà, donc je m'arrête là pour donner la parole à la salle. Oui, donc à mon tour de parler d'hypothyroïdie, puisqu'on a évoqué la région de l'Oriental. Effectivement, bon, chez nous, c'est tout récent. Donc ça devait commencer déjà il y a 1 an et demi, mais il y a eu des problèmes techniques. Et donc ça a démarré en mars dernier, en mois de mars dernier. Et depuis le mois de mars, on a quand même fait des prélèvements, donc des échantillons sur 4000 enfants, donc c'est pas rien, donc c'est sur 4000 nouveau-nés. Il y a toujours ce problème d'acheminement, surtout les délais d'acheminement, parce que sur toute la région de l'Oriental, il y a c'est-à-dire des prélèvements qui nous arrivent de Boarfa, de Figuig, et il y a un seul laboratoire qui devrait confectionner justement les prélèvements, c'est le CHU d'Oujda, et donc c'est ça qui pose vraiment un problème par rapport à ça. Mais déjà sur les 4000, on a eu 8 cas diagnostiqués, je trouve quand même que c'est assez important sur 6 mois. Donc là, c'est justement, on a mis une PhD qui travaille sur le sujet. Elle se met à fond. Et donc, c'est une femme qui est derrière. Donc, c'est une sage-femme de formation, c'est une enseignante sage-femme. Et c'est elle qui est derrière. Et généralement, il faut quand même avoir des gens qui sont vraiment intéressés parce qu'à un certain moment, on sent qu'il n'y a pas vraiment d'adhésion à ces programmes-là. Donc, c'est surtout par rapport à ça. Pour la surdité, justement, ça a commencé avec le programme. Moi, personnellement, quand j'étais passée en France, donc, on faisait des PEA dans le service. Les OEA, c'était fait par des sages-femmes. Donc, j'avais un appareil depuis le démarrage du service, donc depuis 10 ans, au niveau du CHU d'Oujda. Mais on faisait que des pré-diagnostics pour les bébés, les gros souffrants et les méningites. Donc, c'était vraiment des bébés ciblés. Là, vraiment, ça devrait être un peu étalé pour qu'on puisse faire des choses. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonjour. Premièrement, je tiens à féliciter tous les orateurs pour leur présentation. Merci infiniment. Ma question au professeur Mortari. Professeur Mortari, vous exercez en France, vous faites le dépistage biologique chez nouveau-nés depuis des années. Je suis curieuse à savoir quelle est la fréquence de ces pathologies dépistées chez les nouveau-nés des ressortissants des pays du Maghreb. Est-ce qu'il y avait des études qui ont été faites?
Merci beaucoup Naïma pour cette question qui est pertinente. Comme vous le savez, en ce qui concerne les pathologies d'origine génétique, ou en tous les cas qui sont transmises, même s'il n'y a pas un gène connu actuellement, on alimente, le Maghreb alimente la base de données européenne, en particulier française. C'est-à-dire sans les Marocains, Algériens, Tunisiens, Égyptiens et Libyens et Mauritaniens, il n'y aura pas de pathologie ou très très peu de pathologie génétique. Donc la consanguinité intervient énormément, y compris dans la surdité. Parce qu'il y a des foyers de surdité au Maroc où il y a énormément de... Exactement, des surdités familiales qui sont liées à la consanguinité. C'est pour cela que dans les... comment il s'appelle les voies de réflexion, j'ai évoqué la consanguinité, ce qui est un problème sociétal et non pas médical, mais le médecin a un rôle là-dedans dans l'information des... Je sais qu'ici, il n'y a pas d'examen préconceptionnel ni prénuptial, ça se faisait en France, mais ça ne se fait pas. Donc, le pourcentage, donc la pathologie, enfin les pathologies familiales représentent la grande majorité. Je n'ai pas de pourcentage exact ni le chiffre exact, mais on sait par exemple que la plupart des pathologies qui sont dépistées, il y a un lien avec l'hérédité, avec la génétique et qui est lié avec ce qu'on appelle les maghrébins. Voilà. Donc en quelque sorte. Mais ta question est très pertinente. Si vous permettez, Sehabzi, dans le même sens, juste ajouter un point. Votre question est très intéressante parce que aujourd'hui le Maroc est en train de réfléchir à ajouter les autres maladies. Et la question qui s'est posée, c'est dans quel sens prioriser. Il fallait avoir des prévalences des autres maladies. On sait que la phénylcétonurie est un problème, même si on n'a jamais eu d'études nationales, mais probablement ça serait la deuxième. Mais la chance que nous avons maintenant, depuis qu'on a commencé en 2012, on a une banque de données de papier buvard qui est extraordinaire, sur laquelle des études de prévalence peuvent être faites au Maroc pour avoir une idée sur la prévalence des maladies. Juste un point très important qui a été aussi soulevé, c'est le consentement parental. Alors, je reviens là-dessus. Il y a deux types de pathologies. Il y a les pathologies pour lesquelles il y a juste une information. Pour la phénylcétonurie, pour l'hypothyroïdie, pour la seule pathologie pour laquelle il faut avoir un consentement, pour le moment, c'est la mucoviscidose. Parce qu'il y a le gène CFTR. Donc, les lois de bioéthique, ils ont donné leur accord en 2014, non, avant. Ils ont réitéré leur accord en disant oui, pour la génétique, il faut un consentement. Et c'est pour cela que, par exemple, quand on a le papier buvard, le papier Guthrie, il y a une partie qui est signée dans laquelle c'est marqué information, et le deuxième cas, c'est consentement. Quand les parents ne sont pas d'accord, ils ne donnent pas leur consentement, on ne fait pas la mucoviscidose, tout simplement. C'est la seule qu'on ne fait pas. On leur explique en disant le papier Guthrie, il comporte 6 cases, 6 petits ronds. Il y a tel rond qui concerne la drépanocytose, vous êtes caucasien, ça ne vous concerne pas. Il y a cette partie qui concerne la mucoviscidose. Si vous êtes d'accord, on le fait, mais on aura besoin de votre consentement. Ça, on a besoin juste de vous le dire. On vous l'a dit, on va le faire. C'est obligatoire. En ce qui concerne la phénylcétonurie dont tu as parlé, la seule étude marocaine que j'ai vue qui a été publiée montre que 70 ou 75% des aminoacidopathies, c'était de la phénylcétonurie. J'ai une question au professeur Malaini. Les deux cas de surdité que vous avez dépistés, est-ce qu'il y a une cause étiologique dans un contexte syndromique ou juste isolé? Merci, Dr Khannous. Il y avait donc un cas d'une souffrance néonatale sévère et un cas d'un nectaire qui était sévère. Donc, ce qui fait donc déjà, donc, ce sont les deux facteurs de risque donc, de la surdité. Donc, et parmi les autres aussi souffrants, les autres sectaires qui ont été diagnostiqués au service. Merci. Je remercie nos orateurs, nos invités, nos hôtes, je remercie tous les modérateurs. Il est peut-être un jour ou un moment arrivé à ce que l'on fasse, comme le dit le professeur Barakat, du lobbying. Je veux dire parler en tant qu'entité scientifique de la pédiatrie, de certaines choses qui sont tristement citées depuis longtemps,
et j'assiste à énormément de congrès nationaux, il y a toujours ces tests dépistage systématique, il y a toujours ce discours de ceci, de cela. Alors j'ai la chance d'avoir un biologiste à côté de moi. Je lui ai demandé comment le package de dépistage, il coûte combien? Il coûte exactement 535 dirhams. Il vient de me le dire. Je veux dire par là, c'est que je suis étrangement étonné, toujours, depuis que j'ai commencé ma pédiatrie, est-ce que dans la clinique, le pédiatre, il est là quelque part, en train de faire un acte, alors que toute la famille suit l'accouchement, la grossesse, tout. Il y a même le package du bébé des chocolats coûte plus cher que ce que fait le pédiatre en matière de prise de conscience de la situation du bébé. Donc tout le monde attend un bébé un jour, et quand il arrive, silence radio. Il a dit, professeur Malainin, et je le remercie, c'est qu'il y a la couverture universelle. Donc, et vous avez dit aussi, il a été dit par le professeur Adrdo, c'est qu'il y aura du médico-légal bientôt dans cette histoire. Donc, que nos amis qui ont des cliniques investissent un peu et qu'on fasse du lobbying. C'est notre faute, les pédiatres. Ça n'est pas la faute de ceux qui ont des cliniques. C'est notre faute. C'est qu'on y va pour être tacha. On y va pour servir 5 minutes et puis on part. Alors que c'est une prise en charge d'un nouveau-né, d'un avenir d'un enfant que toute la famille attend. Et le professeur Mokhtari, il a dit hier et dit aujourd'hui que comment annoncer un drame à ses parents, à cette famille. Donc il y aurait quelque chose à faire, c'est qu'il l'a dit le professeur Barakat, il faudra qu'on fasse du lobbying. Peut-être aussi il faudra qu'on fasse du médico-légal, c'est-à-dire parce que ça devient dangereux. Et maintenant les parents, et puis ça coûte 535 dirhams. Je suis convaincu que dans une clinique, dans un premier temps, que tous ceux qui interviennent dans des cliniques demandent à ce que ces tests-là se fassent systématiquement, le dépistage de la surdité se fasse systématiquement. Je crois qu'on aura beaucoup de choses à gagner à travers ça, et je vous remercie vraiment pour la qualité, la complémentarité de cette situation. Monsieur Affilal. Alors, dans la continuité, je vais dire un petit mot. Est-ce que vous savez l'historique de dépistage en France? Vous savez que c'est les eaux d'Évian qui payaient le Guthrie pendant des années et des années. Et après que l'État ne reprenne la main, c'est les eaux d'Évian. Est-ce que nous avons énormément de firmes, l'OCP, Ouzid. Ils financent le football, ils financent Manarvoshta. Alors, je financer aussi le dépistage. Pourquoi? Ça coûte beaucoup moins cher qu'une équipe de foot. Non, mais ça, moi je vais parler d'un sujet qui est en rapport. Il y a 1 pour 1000, si j'ai bien entendu les exposés de surdité. Et je voudrais juste souligner, c'est pas parce qu'il est passé en réanimation que c'est dû à la réanimation. Voilà, ça c'est extrêmement important de le dire. Parce que, en l'occurrence, c'est une autre histoire. Moi j'ai un jour eu un procès pour un enfant qui est venu à l'âge de 5 ans, donc ça n'a rien à voir avec la néonatologie, et qui a fait une surdité post-méningite virale. Ça arrive, c'est décrit partout, etc. Ils sont allés voir un ORL à Casablanca qui leur a dit, il a sûrement mis de la janta, en l'occurrence, je n'avais pas mis de janta, et c'est lui qui l'a rendu sourd. Donc, il faut avoir un petit peu de pudeur ou un peu de retenue et savoir que la néonatologie, non seulement, elle a déjà pas mal d'handicaps qu'elle récupère par la prématurité, etc. Il ne faut pas leur en rajouter des choses qu'ils n'ont pas fait. Voilà, c'est extrêmement important de dire ça. Et c'est extrêmement important, et merci pour tout ce que vous faites. C'est un sujet extrêmement pertinent et qui nous fait avancer dans le système. Et effectivement, nous améliorons doucement, mais sûrement, grâce aussi à nos amis ORL. Je sais qu'il y a une campagne énorme au service des enfants qui sont sourds, et c'est tant mieux pour les enfants marocains. Mais merci qu'on adhère tous à ce programme. Et ce serait extrêmement important pour le bien et de prévenir. Vous savez, quand vous faites de la prévention, 1 dirham de prévention, c'est 8 dirhams de curatif. Donc nous gagnons de l'argent en faisant de la prévention. Voilà ce que j'allais à dire.
Merci à toute l'assistance. Ah oui, madame. Deux points très importants. Dans la continuité de ce que disait le docteur Afilel, je vous remercie aussi d'avoir initié l'idée de constituer un groupe d'experts néonates qui défendent les dossiers de néonates. Parce que ce que vous avez dit est extrêmement important. Et nous, au CHU de Rabat, je vous assure que 2-3 fois par semaine, mes PA partent au tribunal. Je vous assure. Et c'est comme ça qu'on a commencé à garder un peu d'argent pour le CHU. Parce qu'avant, il y avait des traumatologues, des rhumatologues qui expertisaient les dossiers de néonates. Et le point qu'a souligné le docteur Afilel est fondamental. Il lie des choses qu'on ne peut jamais lier de façon factuelle. Et le CHU se retrouvait à payer des millions et des millions qu'on peut injecter dans le curatif des patients, dans des dossiers incroyablement bien. Amina, ce gamin de 5 ans, vous savez que par bolus de corticothérapie, les surdités sur méningite virale sont réversibles, dans certains cas, pas toutes. On ne lui a même pas donné cette chance. Bien sûr, ils ont été déboutés parce que les factures que j'avais envoyées, c'est un enfant des phares. France à Mère Royale, il n'y avait pas de jantin ni rien. Mais ils cherchaient comment lier et trouver un fautif ou un coupable, un truc qu'on n'a pas fait. Voilà. Malheureusement, chaque fois que le dossier est au tribunal, c'est comme ça. On cherche un coupable. Normalement, le coupable, c'est le premier malheureux qui a traité ce malade, même s'il lui a sauvé la vie. Et alors qu'il n'y a même pas de données factuelles. Très très rapidement, par rapport à la remarque du collègue et du professeur Mortari, oui, vous avez raison. D'ailleurs, dans le dossier de plaidoyer qu'on avait présenté au ministère de la Santé, on a fait un benchmarking mondial de gens qui ont réussi le dépistage. Ce n'est pas le pays qui prend en charge le dépistage. Chez vous, par exemple, c'est une fondation dans laquelle beaucoup d'organismes injectent. Et on a fait un appel à ce que ce soit la même chose au Maroc. Les banques, les sociétés qui sont richissimes peuvent bien injecter dans le dépistage. Ça ferait gagner à l'État énormément d'argent. Et personnellement, je ne cesse de répéter au ministère qu'il faudrait peut-être aller vers une fondation qui gère ce dossier, parce que le noyer dans le programme du ministère, je ne pense pas qu'on puisse rapidement aboutir à le réussir. Je m'arrête. Une dernière intervention, M. Adardar. Non, c'est juste pour rebondir ce que vient de dire le Dr Afilel. Il ne faut pas quand même supporter l'insupportable et non plus se culpabiliser sur les choses qu'on n'a pas fait. Moi, je pense qu'il faut différencier deux types de dépistage. En parlant de la surdité, je parle sous contrôle des experts de dépistage. Nous avons deux types. Le dépistage néonatal systématique de la surdité, de perception profonde, qui constitue, on a dit 1 pour 1000, mais c'est plus, c'est aux alentours de 3 au Maroc, et qui est une surdité catastrophique qu'on devrait découvrir avant 2 ans de l'enfant. Moi, je pense qu'il est quand même injuste de dire que c'est le pédiatre qui doit faire ça et que c'est l'ORL qui doit faire ça. Il doit y avoir quelqu'un qui va payer. Ce n'est pas l'État, c'est les fondations. Moi, c'est la première fois quand j'entends qu'en France, c'est les fondations qui payent, ce n'est pas l'État. Donc, ça, c'est le premier dépistage de la surdité néonatale de perception bilatérale profonde, qui constitue à peu près 10%, même pas, du reste de la surdité. Pensons au reste. Maintenant, on ne peut pas dépister quelqu'un qui ne veut pas, qui n'accepte pas. Moi, en tant que pédiatre, moi je suis ORL, mais je parle au nom de pédiatre. Je suis dans mon cabinet, je parle aux parents, je parle à la maman. Je lui dis, est-ce que vous avez envie de faire le dépistage de la surdité de votre enfant? Parce qu'au moins, il y a des facteurs de risque. Si on commence à dépister les enfants qui ont des facteurs de risque au cabinet, et j'ai donné ma petite oreille dans le programme de la vaccination, si on commence déjà sur ça, on va diagnostiquer 50% des enfants porteurs de surdité profonde. Ici, on le pousse encore au-delà, vers les gens qui portent des malformations. Et là, on a besoin d'une formation. Des fois, il y a des malformations, on ne sait même pas s'ils sont responsables de surdité ou pas. Toute association à un déficit, tout facteur de risque, toute malformation de la face, toute fistulitis du cou, tout doit aussi pousser à dire à la maman, est-ce que vous avez envie de faire un test de dépistage de votre surdité? Moi, je pense que le Maroc, il a beaucoup à gagner dans l'affaire puisqu'on est un peu en retard. On doit faire les choses à l'envers. On doit se préparer dans les terrains. On doit faire ce qu'on peut déjà dans nos cabinets et dans nos centres, et on va faire de très très belles choses parce que les gens qui ont commencé par le haut et vouloir dépister tôt en néonatal, ils sont en train de revenir sur l'affaire. Et puis, pourquoi pas sensibiliser.
sensibiliser la population, de leur dire que vous avez un déficit qui peut être gravissime par rapport à votre enfant et qui coûte 3 fois rien. Est-ce que vous avez envie de payer aussi? Pourquoi pas? C'est pas parce que c'est le dépistage systématique qui devrait être gratuit. Mais si je le propose aux parents, c'est à eux de payer leur PEA. Maintenant, quelqu'un qui s'équipe d'un PEA automatisé, encore plus le PEA dont il a parlé notre collègue qui a assisté au congrès mondial de biologie, qui est un PEA pratiquement un ASSR, c'est-à-dire qu'il ne rate plus. Il fait 500, il fait 1000, il fait 2000, il fait 4000. Donc, ce qui reste? Il reste 8250, c'est rien du tout. Donc, à la limite, on ne rate plus aucun enfant. Et ça doit coûter cher, ce genre de PEA. Et donc, je dois faire payer les gens, c'est pas normal, c'est pas une catastrophe, mais à condition de prendre leur consentement. Une information, je remercie Dr Lafille parce qu'il a fait beaucoup de choses avec professeur Amina en matière de remboursement des actes. C'est un acte qui est remboursable par l'AMO. Donc ce qui fait après la généralisation, un pédiatre qui fait le dépistage. Donc dans la nomenclature ça existe. Donc ce qui est fait, donc vous pouvez récupérer. Donc on peut généraliser ça. Donc c'est un acte. Même dans les hôpitaux, maintenant, avec la généralisation de la couverture, c'est un acte qui est remboursable. Donc, il ne faut pas, raison de plus, qu'il faut le réaliser. Je vous remercie. Moi, je pense qu'on va lever cette table ronde. Je remercie tous les orateurs, tous les modérateurs et toute l'assistante. Et vous êtes invités à une pause café. Et merci.